Bonjour à tous, on va démarrer dans quelques minutes. On attend les derniers participants. Je pense qu'on va pouvoir démarrer. Bonjour à tous, je suis Julie Bertin, chargée d'affaires au sein du Bureau européen de Registrar Corp. Nous sommes ravis que vous vous joigniez à nous aujourd'hui pour ce webinaire d'introduction à la réglementation de l'USFDA sur les dispositifs médicaux. Avant de commencer, je tiens à préciser que vous recevrez un lien vers l'enregistrement de ce webinaire afin que vous puissiez vous y référer à tout moment. Nous avons aussi prévu une session questions-réponses à la fin de ce webinaire, donc n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans la boîte de questions-réponses. Je suis ravie de vous présenter Béatrice Mull, responsable du Bureau européen de Registrar Corp, qui animera ce webinaire. Elle est diplômée et issue de l'industrie agroalimentaire et depuis plus de 22 ans, elle assiste les clients européens de Registrar Corp dans leurs projets et leurs stratégies à l'export. Béatrice, je te laisse. Bonjour à toutes et tous et merci de votre participation. Alors aujourd'hui, nous allons faire un tour d'horizon des réglementations FDA qui s'appliquent aux dispositifs médicaux. Et mon objectif, c'est de vous donner des points pratiques, des repères, de façon à répondre à vos questions par rapport à la mise sur le marché de vos dispositifs ou des problématiques spécifiques que vous puissiez avoir par rapport à vos dispositifs. Donc on ne peut pas aller beaucoup dans le détail, mais on va essayer de vous donner l'ensemble de la structuration en fait de cette réglementation et puis faire un petit parallèle régulièrement avec l'Europe pour voir les différences. Donc on va parler d'abord de la structuration de la FDA, comment fonctionne la réglementation et surtout la classification des dispositifs aux États-Unis. C'est une partie importante, en fait, c'est vraiment la source de tout, je dirais. Ensuite, les obligations d'enregistrement des établissements et de déclaration des dispositifs. Et puis après, on verra les côtés complémentaires de cela à travers la réglementation UDI, les réglementations liées à l'étiquetage. Et puis, on parlera aussi des fees de la FDA, donc des frais en fait qu'il faut s'acquitter selon les enregistrements ou dossiers de soumission. Et je finirai par vous expliquer comment nous assistons les entreprises dans ce domaine-là. Alors l'AFD, c'est le ministère de l'Alimentation et de la Santé au niveau fédéral aux États-Unis. Donc les réglementations sont assez anciennes et ont été amendées. Donc je vais vous expliquer ça après pour vous montrer comment finalement l'AFD a réussi à évoluer pour intégrer des dispositifs plus récents, plus modernes, etc. Dans ce cadre-là. La juridiction de la FDA, c'est
tout ce qui va affecter la santé, donc à la fois les aliments, les compléments alimentaires, tout ce qui est médicaments, y compris médicaments vétérinaires, hein, tout ce qui est produits biologiques, le sang, les cellules, les vaccins, et cetera, les cosmétiques, les dispositifs médicaux et aussi les dispositifs émettant des rayonnements, on en parlera tout à l'heure puisque vos dispositifs sont parfois aussi des dispositifs qui sont appelés Radio Emitting Devices aux États-Unis. Et le tabac, bon là c'est tout à fait un autre domaine. Donc pour les dispositifs médicaux, première chose, attardons-nous 5 minutes sur la définition d'un dispositif médical, parce qu'effectivement, il y a des petites différences par rapport à l'Europe. Alors, on vous dit, dans la définition de la FDA, bon là, vous avez la traduction en français, mais on vous dit que ça peut être toutes sortes d'instruments, appareils, outils, et cetera, avec, un usage, un intended use, hein, c'est comme ça que ça s'appelle aux États-Unis. La destination, en fait, du produit est destinée à être utilisé pour le diagnostic des maladies, la guérison, l'atténuation des effets, le traitement ou la prévention des maladies chez l'homme ou d'autres animaux. Et il y a une deuxième partie de la définition qui peut peut-être vous affecter aussi, si vous ne savez pas si votre dispositif est un dispositif médical ou non. On vous dit que c'est aussi, toutes sortes de dispositifs qui va être destiné à agir sur la structure ou une fonction particulière du corps ou d'autres animaux. Donc vous voyez, on va voir tout à l'heure, par exemple, il y a des dispositifs, qui sont considérés dispositifs médicaux aux États-Unis et qui sont chez nous des machines esthétiques, par exemple, hein, qu'on va utiliser en institut. Mais aux États-Unis, comme on va jouer sur le fonctionnement du corps ou la structure du corps, par exemple la structure de la peau, vous voyez, détruire de la cellulite, etc., eh bien, on va rentrer dans le domaine du dispositif médical. Alors, ce qui est inhérent au dispositif médical, c'est qu'on vous dit, ben, cet intended use, il n'est pas atteint par une action chimique, hein, à l'intérieur du corps, et il ne dépend pas du métabolisme, en fait, pour atteindre ces objectifs. Si, en fait, vous inversez la définition en disant, ben, il va avoir une action principalement chimique et il doit être métabolisé, eh bien, on va tomber dans la définition du médicament, qui est exactement la même, sauf que c'est le mode d'action qui est différent. L'intended use étant le même. Alors ça fait un domaine très, très large de dispositifs médicaux aux États-Unis, effectivement, qui vont, de la brosse à dents jusqu'à, tout ce qui est in vitro diagnostic, réactifs de laboratoire, et cetera, et cetera. Donc vous avez, un champ large au niveau des dispositifs médicaux aux États-Unis. Le principe de base, comme dans beaucoup de réglementations, c'est d'en garantir la sécurité et l'efficacité, hein, safety and effectiveness, en anglais. Et vous trouvez les réglementations dans le chapitre 21 du Code of Federal Regulations, hein, le code des lois aux États-Unis, sachant que le chapitre 21, c'est le chapitre de la FDA, hein. Et dans le chapitre 21, vous avez les sous-chapitres 800 à 898 qui sont destinés à la partie dispositifs médicaux. Donc tout ce que je vais vous dire là, vous allez le retrouver dans le CFR, donc vous avez le lien sur cette slide, hein, qui est le Code of Federal Regulations. Alors aux États-Unis, au niveau fédéral, c'est vrai qu'on va avoir plusieurs niveaux d'information, hein. Les lois sont les actes, hein, qui sont votés par le Congrès et qui doivent être mis en œuvre par les agences fédérales. Donc, les agences fédérales, elles vont publier des regulations, hein, qu'on va trouver dans le CFR, justement. Et les regulations, c'est un peu comme les décrets d'application, par exemple, en France, hein. Donc, c'est ce qui va nous intéresser parce que c'est beaucoup plus concret que les actes, hein, qui sont les lois générales. Après, il y a aussi un autre niveau de documentation, un peu comme en Europe d'ailleurs, avec les guidelines en Europe. Donc, on appelle ça la guidance aux États-Unis. Donc, énormément de guidance au niveau FDA qui vont vous être très, très utiles, en particulier pour savoir ce qui va s'appliquer à votre dispositif précisément, etc. Vous avez aussi, on va en parler dans la classification, mais les standards, hein, qui sont reconnus par la FDA, hein, et là aussi, on va retrouver ces informations dans la classification, hein, donc ce ne sont pas les consensus standards. Alors, le principe de base, il ressemble beaucoup à ce qu'on va trouver par exemple en Europe avec des classes réglementaires, hein, la classe 1, 2 et 3. Alors, vous voyez qu'on n'a pas de 2A, 2B, etc. Et donc, une classification qui semble similaire,
mais qui est vraiment différente et spécifique à la FDA. Alors, ce qu'il y a de particulier au niveau de la FDA, c'est qu'on va vraiment définir tous les dispositifs. Donc, on a pratiquement 6000 définitions, 6000 types de dispositifs qui vont être classés par type d'activité. Et puis, pour chaque définition du dispositif, chaque regulation number, on a un ou plusieurs product codes qui sont associés, donc qui sont un peu comme des catégories ou sous-catégories, et qui vont définir le dispositif en question. Par exemple, vous voyez, DXQ, ça va faire, c'est le code produit pour le tensiomètre. Donc effectivement, la première étape, à chaque fois qu'on se pose la question de mettre un dispositif sur le marché aux États-Unis, eh bien c'est d'aller rechercher dans la classification si on a une définition qui correspond aux fameuses intended use, l'usage prévu. Il ne faut pas toujours se fier dans la classification au nom des dispositifs, mais bien aller lire quel est l'intended use du dispositif. Et il faut que ça colle avec ce que vous préconisez pour votre dispositif, sur vos documentations, sur vos étiquetages, etc. Donc les 3 classes, eh bien, vous les avez là et liées aux classes, vous avez des impacts sur ce qu'il va falloir que vous fassiez pour mettre votre dispositif sur le marché. Mais aux États-Unis, c'est pas uniquement la classe qui va vous permettre de savoir ce que vous avez à faire. Il va vraiment falloir que vous alliez regarder dans la regulation qui s'applique à votre type de dispositif. Pourquoi? Parce que si on regarde les 3 classes, donc vous allez avoir la classe 1, ça va être les dispositifs de moindre risque, ce qu'on appelle les contrôles généraux, c'est-à-dire qu'on a uniquement à être en conformité avec les good manufacturing practice et encore, puisqu'il y a certains dispositifs qui en sont dispensés. Et la plupart de ces dispositifs qui sont en classe 1 sont exemptés de dossier préalable. Alors, parce qu'aux États-Unis, vous avez 2 étapes. Soit il faut au départ faire un dossier préalable, donc ce qu'on appelle les pre-market requirements, soit vous n'avez pas besoin parce que vous êtes classe 1 et exempté de pre-market requirements, et dans ce cas-là, vous pouvez vous enregistrer directement. Dans tous les cas, on s'enregistre. C'est-à-dire que si on a des pre-market requirements, il faut d'abord déposer son dossier, soit une notification, soit un approval, on va voir ça. Et ensuite, une fois qu'on a passé cette étape, on va pouvoir s'enregistrer. Dans tous les cas, on s'enregistre. On s'enregistre au moment où on met le dispositif sur le marché. Mais auparavant, il va falloir voir s'il faut faire un dossier préalable ou non. Alors, quand on est classe 1, il y a de grandes chances qu'on soit exempté de ces notifications préalables. Par contre, il y a quand même quelques dispositifs de classe 1 qui doivent déposer un dossier. Donc, il faut vraiment aller voir dans la classification et dans les regulations si le produit que vous avez, il est non seulement classe 1, mais aussi exempt ou non. Alors, vous avez ici quelques exemples de dispositifs qui ne sont pas exemptés, par exemple certains, les gants d'examen, les fauteuils roulants, et des choses comme ça. Au niveau de la classe 2, donc là, on appelle ça le risque modéré. On a des contrôles généraux, ce que la FDA appelle des contrôles spéciaux. Et d'une manière générale, ces dispositifs doivent soumettre un dossier préalable, qui n'est pas le dossier le plus complexe à soumettre, mais qui est quand même un dossier conséquent, qu'on appelle soit 510K, soit Pre-Market Notification. Ça veut dire la même chose. 510K, c'est le paragraphe de la loi qui fait référence à la Pre-Market Notification. Le vrai nom, c'est Pre-Market Notification. Vous voyez, Notification n'est pas Approval. On va voir que l'approval, c'est pour la classe 3. Donc là, on va en parler tout à l'heure, un peu le principe du 510K, mais c'est effectivement une soumission qu'il faut faire avant de pouvoir s'enregistrer. Par contre, exactement comme dans la classe 1, on avait certains dispositifs qui avaient besoin d'une pre-market notification, et bien dans la classe 2, la plupart des produits nécessitent une pre-market notification, un 510K, mais certains produits de classe 2 sont exemptés de notification 510K. Encore une fois, on va aller voir dans la classification exactement pour votre dispositif ce qui s'applique, et aussi en fonction de l'intended use de votre dispositif par rapport à l'intended use qui est décrit dans la classification. Alors au niveau de la classe 3, on est dans des dispositifs de risque plus importants, dispositifs à haut risque, où
auparavant, on va voir que ça a changé, eh bien tout ce qui ne rentrait pas, dans les classifications, existantes, eh bien par défaut c'était Pre-Market Approval, hein, comme la classe 3. Là, il y a pas d'exemption. Normalement, si vous êtes classe 3, il faut un dossier d'approbation. Alors la différence, c'est qu'un Pre-Market Approval, ben, il va falloir donner toutes les preuves, cliniques et cetera, de la sécurité et de l'efficacité de votre dispositif, alors qu'en Pre-Market Notification, vous allez voir que c'est plus une comparaison par rapport à des dispositifs existants. Alors voici un exemple, ben un extrait de la classification, hein, qui est publique, que vous pouvez trouver sur le site de la FDA et où vous allez voir, le nom du dispositif. Vous voyez que vous avez aussi une définition, hein, et donc là, vous allez pouvoir voir si votre intended use, c'est le même. Parfois, la définition est très précise et détaillée, hein. Et puis, vous voyez ici le type de soumission. Là, on vous dit que c'est 510K exempt. On vous donne la regulation number, donc c'est là que vous allez pouvoir vraiment savoir tout ce qui est dit sur ce type de produit, hein. Et on vous dit aussi si vous êtes exempté de GMP ou non, hein. Donc, vous voyez que effectivement, on peut être 510K exempt, et puis pour autant, d'après la classification, mais pour autant, si par exemple vous, votre intended use de votre dispositif, imaginons que vous ayez aussi un logiciel de ce type-là, mais que votre logiciel ait un champ d'application beaucoup plus large, qu'il ait d'autres fonctions, par exemple, que ces fonctions décrites dans la classification, eh bien, peut-être que dans ce cas-là, vous ne serez pas exempté parce que l'intended use est beaucoup plus large que celui qui est décrit dans la classification. Donc quand on a, fait un dossier de 510K ou de pre-market notification, et bien ce qu'on fait en fait, c'est qu'on va, faire tout un dossier pour montrer qu'on est au moins aussi sûr et efficace qu'un dispositif qui est déjà légalement commercialisé aux États-Unis. Et ce dispositif ou ces dispositifs, puisqu'on peut en prendre plusieurs, avec lesquels on va se comparer, on les appelle des predicates, mmh. Donc, i tout l'objectif du 510K, vous voyez, par rapport au PMA où là, on va devoir donner des données uniquement de votre dispositif avec vos essais cliniques et cetera, eh bien, la raison pour laquelle le dossier de 510K, il va être un peu plus léger, c'est que dans certains cas, on va juste pouvoir prouver que c'est exactement la même chose que d'autres predicates qui sont déjà sur le marché aux États-Unis et déjà autorisés. Alors, on parle quand même de plusieurs mois, de soumission, tout simplement parce que, il va peut-être vous falloir faire des tests que vous n'avez pas fait forcément pour d'autres marchés, et puis, vous allez aussi, devoir effectivement choisir vos predicates, parfois tester les predicates aussi parce que vous n'avez pas forcément accès à tous les éléments du predicate. Et puis la FDA, elle a, 60 à 90 jours pour étudier votre demande et souvent il y a quelques rounds de questions derrière, mmh. Donc on considère qu'un 510K, ça va être, disons, on va dire, entre 6 mois et 1 an de soumission, mmh. C'est toujours le premier, le plus difficile puisque, une fois que vous avez obtenu un 510K, si vous avez une gamme de produits un peu similaires, bah, vous allez pouvoir utiliser ce premier 510K comme, predicate pour les suivants, mmh. Donc, c'est beaucoup plus simple quand on a, commencé, je dirais, les démarches avec, 1 ou plusieurs dispositifs. Alors quand vous avez obtenu votre 510K, vous recevez une clearance letter de la FDA qui vous dit: «Voilà, on a accepté votre notification» et donc, vous obtenez un numéro qui s'appelle le numéro de 510K que vous voyez ici là et vous avez toute la base de données des 510K qui est accessible et que vous pouvez bien sûr consulter pour chercher des predicates, mmh. Et donc ça commence toujours par K et ensuite vous avez 6 chiffres, hein. Donc vous voyez, vous envoyez ici un exemple où on voit, qui est le submitter et cetera, quelle est la regulation number, le code produit et cetera. Donc ça vous permet de voir si vous êtes, si c'est vraiment le type de dispositif qui est similaire au vôtre. Alors pour, les PMA, hein, donc l'autorisation, là c'est le Pre-Market Approval, hein. Donc là, on n'est pas du tout en train de se comparer avec, quelqu'un d'autre. Il va vraiment falloir fournir, l'ensemble, des preuves de sécurité et d'efficacité du dispositif. Autant dire que là, on est sur des démarches bien plus longues, qui vont prendre parfois, plusieurs années. Mmh.
Alors, d'autres considérations, évidemment, le monde des dispositifs médicaux s'est beaucoup élargi les dernières années avec les applications, les logiciels. Et donc, la FDA s'est adaptée à cela et en particulier, ils ont fait beaucoup d'efforts pour clarifier la réglementation ou expliquer leur enforcement discretion, qui est leur pouvoir en fait d'appliquer les réglementations quand le texte lui-même n'explique pas comment faire. Hem, donc il y a toute une série de ressources pour tout ce qui est software, qui est très, utile et intéressant. Donc vous allez pouvoir, avoir, sur ces liens-là que vous avez sur les slides, des informations en particulier pour savoir si votre logiciel est vraiment un dispositif médical, puisque c'est souvent la question. Est-ce que je dois vraiment faire quelque chose? Ou est-ce que, finalement c'est un outil support, mais c'est pas un dispositif médical en soi? Mmh. Donc, pas mal de guidance là-dessus, de la part de la FDA, désormais. Et aussi, on avait beaucoup de questions avec, le développement de la technologie sur, quelle est la limite entre, ce qu'on appelle le general wellness, hein, le bien-être, hein, les dispositifs bien-être et les dispositifs médicaux. Sachant que la définition de base, d'un dispositif médical aux États-Unis, elle est quand même relativement large, comme je vous l'expliquais. Donc là aussi, la FDA a mis en place, des outils pour vous aider à déterminer ce champ d'application, en fait, et voir si votre dispositif rentre dans le champ d'application. Alors, il y a d'autres options, pour, d'autres voies, en fait, hein, pour, être autorisé à mettre un dispositif sur le marché ou pour s'orienter par rapport à cette mise sur le marché. Vous pouvez, par exemple, demander à la FDA, de vous dire comment est classifié votre dispositif. Alors, ça s'appelle le 513G, hein, et la FDA a 60 jours pour vous répondre quand vous faites cette demande formelle. Ils sont obligés de vous répondre et c'est vrai que quand vous demandez, au helpdesk de la FDA, des informations, ils vont peut-être vous répondre aussi, mais c'est pas toujours très précis, hein. Pourquoi? Ils vont pas forcément s'engager parce qu'ils sont pas les éléments et cetera, et par contre, si vous faites un 513G, là, ils sont obligés de vous répondre. Alors ça peut être intéressant dans certains cas. Dans d'autres cas, on va peut-être vouloir plutôt se laisser une certaine liberté au départ de réfléchir aux différentes soumissions possibles, plutôt que de demander tout de suite à la FDA pour finalement être un petit peu obligé de suivre ce qu'ils vous disent après. Alors le de novo, c'est quelque chose qui s'est développé maintenant depuis plusieurs années, au moins 6 ans je crois. Hem Puisque évidemment, vous avez bien vu le problème avec le 510K, c'est qu'il vous faut un predicate. Or, si vous avez, quelque chose de nouveau, où il n'y a pas de predicate, et bien jusque avant le de novo, bah, vous étiez PMA, donc vous deviez obtenir un approval et c'était, la croix et la bannière, même si finalement votre dispositif n'était pas un dispositif à haut risque. Mmh. Et donc le de novo, il a été mis en place pour pallier à ça. C'est-à-dire que c'est un espèce de 510K mais sans predicate. Alors c'est une soumission qui est, un petit peu plus chère, mais il y a un accompagnement de la FDA dans ce cas-là et c'est maintenant quelque chose qui se pratique couramment. Alors ce qu'il y a d'intéressant pour les autres derrière vous, c'est que quand vous faites un de novo, eh bien après vous pouvez servir de predicate, au suivant. Mmh. Mais c'est ce qui permet de rajouter des définitions dans la classification. Encore, récemment, il y a quelques jours, hein, une nouvelle définition a été rajoutée dans la classification suite à un de novo. Vous avez aussi, des possibilités de demander l'avis de la FDA quand vous avez des produits dont vous ne savez pas si ce sont des dispositifs médicaux ou des médicaments, hem, ou des produits biologiques, par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la request for designation, hein, la demande de désignation, et là, en fait, ce que vous demandez à la FDA, c'est, de quel center, hein, de quel département de la FDA, mon dispositif est-il régi, en quelque sorte, et à qui est-ce que je dois faire ma demande d'autorisation? Donc là, la FDA va vraiment vous faire une réponse officielle en vous disant: «Voilà, il faut faire, vos démarches auprès du Center for Devices, au Center for Drugs» et cetera. Et on peut faire une demande, un peu plus informelle, que la RFD, donc ce qu'on appelle un pré-RFD. Donc là aussi, ça peut être intéressant si vous avez ce genre de dispositif entre guillemets où on va dire borderline, on ne sait pas forcément si c'est du dispositif médical ou du médicament, vous voyez? Donc ce genre de choses. Hem
J'ai pas tout abordé. Par exemple, il y a aussi un dispositif qui s'appelle le Breakthrough Devices, où on va essayer de fournir une revue accélérée de votre demande d'autorisation, du fait de votre technologie complètement novatrice et par rapport à des pathologies qui sont très graves. Il y a même maintenant une nouvelle version du Breakthrough en plus light pour des pathologies moins graves. Donc, il y a aussi, par exemple, des dispenses de FIS pour les maladies rares. Vous voyez, donc il y a beaucoup de programmes qui ont été surajoutés, parce que vous avez vu, la réglementation est assez ancienne, pour faciliter l'innovation, pour faciliter certains types de dispositifs qui vont apporter des réponses rapides. Bon, ça, c'est un peu l'effet Covid, hein, vous voyez. Et donc tout ça, ça fait que vous avez pas mal de choix en fait sur la route à suivre et que vous avez une réflexion importante à avoir au départ pour bien identifier, voilà, est-ce que la classification c'est simple, je suis dans un dispositif exempté, j'ai bien vérifié, l'intended use c'est exactement le même que le mien, il n'y a pas de problème, ou est-ce que oui j'ai des questions parce que mon intended use il est plus large, ou oui j'ai pas de predicate, etc. Et donc dans tous les cas, c'est vrai que c'est important d'avoir cette phase de réflexion, donc n'hésitez pas aussi à nous contacter là-dessus. Par exemple, nous, ce qu'on fait assez fréquemment, c'est ce qu'on appelle du regulatory strategy planning, hein, où on va trouver un de nos intervenants qui connaît bien votre secteur et puis qui va vous aider à identifier quelles sont les différentes voies dans ces possibilités qu'on a évoquées, que vous pouvez chercher à emprunter pour soumettre votre dispositif. Et même à l'intérieur d'une même soumission, par exemple pour une soumission de 510K, il y a aussi une stratégie à avoir. Par exemple, il y a des gens qui veulent grouper tous leurs produits dans un seul 510K en se disant ça va aller plus vite. C'est pas toujours une bonne stratégie. Si vous regroupez tout, ça veut dire que vous allez peut-être avoir 30 questions de la FDA, que vous n'allez pas y arriver et que finalement vous allez devoir repartir à zéro. Donc vous voyez, il y a ce côté stratégique qu'il faut bien intégrer au niveau de cette partie amont en fait de la FDA. Alors une fois qu'on a passé cette étape, soit qu'on est exempté, soit qu'on a obtenu son 510K ou son PMA ou son de novo et cetera, eh bien il va falloir en tous les cas enregistrer les établissements et notifier les dispositifs. Donc là, c'est pas une autorisation, c'est à partir du moment où on met un dispositif sur le marché, il y a un certain nombre d'intervenants qui doivent s'enregistrer et lister les dispositifs. Alors, vous avez une page de la FDA qui explique en détail qui doit s'enregistrer et du coup s'acquitter de frais de la FDA, on va en parler. Mais en gros, le gros des entreprises qui doivent s'enregistrer, c'est évidemment tous ceux qui fabriquent des dispositifs finis, tous ceux qui sont fabricants sous-traitants. Donc même si vous n'exportez rien, si vous fabriquez un dispositif fini qui va être mis sur le marché aux États-Unis, vous devez vous enregistrer. De même que par exemple les établissements qui stérilisent les dispositifs. Tout ce qui est reconditionnement, là c'est un peu moins fréquent. Tous les exportateurs étrangers, donc même si par exemple moi j'exporte un dispositif qui est fabriqué par Julie, eh bien même si je ne fabrique rien, je devrais m'enregistrer en tant qu'exportateur. Et de même aussi les importateurs. Donc faites attention à ça. Si par exemple, même si vous n'êtes pas vous aux US, mais que par exemple vous avez prévu d'ouvrir une filiale qui va devenir un importateur, eh bien cet importateur devra aussi être enregistré auprès de la FDA. Donc il y a plein d'autres de cas. Par exemple, ne serait-ce que développer des spécifications, c'est soumis à enregistrement si le dispositif dont vous développez les spécifications se retrouve sur le marché aux États-Unis. Alors, il y a des exemptions, tout ce qui est logistique, distribution, c'est pas soumis à enregistrement et les consultants quand, ils font juste du conseil effectivement, les composants, les éléments de dispositif ne sont pas, concernés par l'enregistrement, heu, à condition que ce soit, fourni à un fabricant. Si c'est vendu entre guillemets «en pièces complémentaires», là ça devient un dispositif en tant que tel et c'est soumis à enregistrement. Ce qui va avec les enregistrements, ce sont les frais annuels de la FDA. Donc en fait, la FDA, elle a un système de collecte de frais qui va financer entre autres d'ailleurs ses inspections et ces frais donc varient un peu tous les ans. Et ils sont effectivement à régler au moment où vous vous enregistrez, vous faites votre enregistrement initial. C'est lié à l'établissement, pas au device. Que vous ayez un device ou 100 devices, c'est pareil, mais par contre, c'est par établissement. Donc si par exemple vous avez, un exportateur, un fabricant à façon
un importateur, les 3 devront payer les fees. Ils devront s'enregistrer, payer les fees, les fameux fees qui sont pour 2026 de 11 423 $. Alors, ça change un petit peu tous les ans. Je vous avoue que ça diminue très rarement. J'ai dû voir 2 diminutions depuis 2007, donc c'est pas beaucoup. Et en général, par contre, ça augmente. Donc, c'est quelque chose à budgéter. Dans l'enregistrement initial, et ensuite, bon, vous pouvez mettre à jour, mais vous devrez, dans votre enregistrement d'établissement, désigner 2 personnes, qui peuvent être la même, hein, c'est votre choix, le correspondant officiel et l'agent aux États-Unis. On va en discuter un petit peu plus en détail tout à l'heure. Sachant que l'enregistrement, il est valable pour l'année en cours et tous les ans, entre octobre et décembre, il faut faire le renouvellement à la fois des enregistrements d'établissement et la revalidation des dispositifs qui sont notifiés. Ce qui fait que pour pouvoir s'enregistrer, je vous ai dit, il faut payer les fees de la FDA. Pour pouvoir renouveler, il faut aussi payer les fees de la FDA pour l'année suivante. Donc, en gros, pour la première année, si vous vous enregistrez, par exemple, aujourd'hui, vous devrez faire votre renouvellement entre octobre et décembre de cette année. Et ça veut dire qu'entre octobre et décembre de cette année, vous allez devoir payer les fees 2027. Donc, sur la première année, vous allez payer 2 fois les fees, une fois les fees initiaux de l'année en cours, et puis quand vous allez renouveler à la fin de l'année, eh bien, vous payerez à nouveau les fees annuelles, mais pour l'année suivante. Après, les autres années, effectivement, vous payerez une fois les fees, une fois par an. Ce qui fait que des fois, quand on nous contacte fin août, on dit aux gens, écoutez, est-ce que vous pouvez attendre début octobre? Pourquoi? Parce qu'à partir de début octobre, on fait la bascule et là, on ne paye les fees que pour l'année suivante. Donc, c'est une petite mécanique, mais ça a quand même un petit impact. Et bien sûr, ce n'est pas les seuls frais que vous avez. Il y a tous les frais de test, etc., de consultants qui sont beaucoup plus chers, mais cependant, c'est important de l'intégrer. Donc, quand vous notifiez les dispositifs médicaux, vous obtenez un Device Listing Number qui commence par D avec des numéros derrière. Pour l'établissement, vous recevez 2 numéros. Tout d'abord, vous recevez un numéro de propriétaire exploitant et puis ce qu'on appelle Owner Operator Number. Et puis après, vous recevrez, ça peut prendre 2-3 mois, un numéro d'enregistrement, un Facility Establishment Identifier qui sert à identifier vraiment l'établissement. Alors, petite différence d'ailleurs entre les concepts européens et américains. Aux États-Unis, un fabricant, c'est vraiment l'endroit où on fabrique le dispositif. C'est pas quelqu'un qui détient les spécifications du dispositif et fait fabriquer. Donc, c'est pas les mêmes définitions tout à fait que, par exemple, un legal manufacturer en Europe. Ça n'existe pas vraiment aux États-Unis. Aux États-Unis, on a un fabricant, c'est l'usine où on fabrique. On a un specification developer. Vous voyez, on va décomposer la chaîne. Alors, le correspondant officiel dans l'enregistrement, c'est celui qui reçoit la correspondance, même si on n'a plus beaucoup maintenant, ce sont des emails bien sûr. Ça peut être quelqu'un de la société ou ça peut être aussi l'agent, ça peut être la même personne. Et l'agent américain, par contre, lui, c'est pas un agent commercial, c'est un agent pour les communications avec la FDA. Il doit résider aux États-Unis, ça peut pas être une PO Box, ça, c'est vraiment quelqu'un, une société. Le principe de base, c'est que la FDA peut le contacter exactement comme si c'était vous. Pour la FDA, c'est équivalent. Il contacte l'agent pour toutes sortes de questions de routine, mais aussi en cas d'urgence sanitaire, en cas d'événement indésirable, et puis en cas d'inspection systématiquement. Le rôle de l'agent, c'est de faciliter les communications en vue de l'inspection. Donc, il n'y a pas d'agent accrédité. Il y a plusieurs. Nous, on est agent, par exemple. Mais par contre, c'est important pour vous d'avoir un agent qui connaisse bien les procédures de la FDA parce que les délais sont courts. C'est bien souvent 15 jours et encore, les notifications d'inspection, c'était 5 jours. Alors, je vous ai parlé d'inspection. Oui, il y a des inspections possibles. Alors, si vous êtes classe 3 PMA, il y a de grandes chances qu'il y ait une inspection de toute façon lors du dossier d'approbation. Par contre, pour les autres dispositifs, l'inspection, elle va se passer après que vous soyez enregistré, dans la plupart des cas, et c'est par sondage. Par contre, ils viennent en Europe, ils viennent partout dans le monde, donc ils font des inspections par sondage. Et effectivement, voilà, vous ne savez pas à quel moment ils vont vous inspecter ou s'ils vont vous inspecter, mais c'est tout à fait possible.
Alors, vous avez ici le lien aussi sur les réglementations sur les systèmes qualité. Historiquement, la FDA avait ses GMP propres. On voit une tendance à converger vers l'ISO. Et donc, vous avez tout un set de pages explicatives sur le site de la FDA pour vous aider à, à prendre connaissance de ce cadre-là. Alors, les inspections de surveillance, c'est de la routine, hein, ça peut être pas forcément parce que vous avez eu un problème, et par contre, il peut y avoir parfois des inspections qui sont liées à un événement indésirable, ou à une problématique particulière. Voilà un peu le cadre général. Ce qui va avec, c'est aussi UDI. Alors si vous êtes en Europe, bah, vous avez l'habitude, puisqu'on a aussi UDI, sauf que le cadre est différent. La loi est relativement ancienne aux États-Unis, elle date de 2013. Et elle requiert effectivement l'identification des dispositifs avec un identifiant lisible par l'homme, mais aussi par la machine, donc code barre, QR code, etc., tant que ça peut être lu par une machine. Vous avez ici un petit schéma qui vient de la FDA qui vous montre les possibilités. La partie gauche ici, vous voyez le device identifier. Celui-ci, il doit être émis par une agence accréditée, il n'y en a que 3 aux États-Unis, pour identifier votre dispositif. Alors dans certains cas, les dispositifs identifiés déjà en Europe disposent d'identifiants qui sont compatibles avec les US, mais c'est important de vous adresser à l'organisme qui vous donne ces codes pour vérifier qu'ils sont bien conformes aussi par rapport à la réglementation américaine et que cet organisme, effectivement, fait partie des 3 organismes accrédités. Et la partie de droite, elle, ce sont les production identifiers. Là, vous avez le choix d'utiliser un de ces identifieurs ou de les combiner. Donc, vous avez soit la date de fabrication ou la date d'expiration, le numéro de lot ou le numéro de série, ou une combinaison de 2 ou 3 de ces éléments-là. Ce qui va avec UDI, c'est Good ID. Alors Good ID, c'est le nom américain pour Odamed, par exemple. Sauf qu'évidemment, c'est une autre base de données avec d'autres règles et d'autres façons de structurer l'information. Mais l'objectif, c'est bien le même, c'est de faire l'inventaire des dispositifs qui sont sur le marché américain. Et donc, il est important pour vous, effectivement, de satisfaire ces requis aussi quand vous mettez vos produits sur le marché. Il faut déclarer les DI, donc la partie fixe, pas les production identifiers, dans la base de données GoodID. Et il n'y a pas tout à fait que le DI, il faut se créer un compte. Ensuite, il y a plusieurs informations à fournir en même temps que le DI pour chaque dispositif. Donc, c'est quand même une démarche plus administrative, mais relativement lourde si vous avez beaucoup de dispositifs. Là aussi, nous, on peut vous assister, bien sûr, sur ce domaine-là. Quelques mots pour vous parler de l'étiquetage, des règles sur les étiquettes, etc., et de l'utilisation du logo de la FDA. Donc, la FDA, elle a 2 définitions. Elle a une définition pour label et labeling. C'est pas pareil, et c'est important d'en tenir compte, surtout par rapport à cette notion d'intended use dont on a parlé tout à l'heure. Donc, on vous dit, l'étiquette, c'est simple, c'est vraiment tout ce qui va être apposé sur le dispositif ou l'un de ses contenants immédiats. Et donc là, effectivement, vous allez avoir, vous le trouvez sur le site de la FDA, toutes sortes de, il y a pas mal de guidelines sur l'étiquetage des dispositifs médicaux. Et puis surtout, si vous êtes 510K ou PMA, de toute façon, l'étiquette, elle fera partie de votre dossier de soumission. Et donc, elle sera vérifiée et approuvée par la FDA si vous obtenez la clearance. Ce qui fait aussi que dans certains cas, par exemple pour les 510K, il y a des guidance spécifiques, pas pour tous les dispositifs, mais dans certains cas, vous avez des guidance spécifiques pour tel ou tel dispositif pour la soumission de 510K, où on va vous dire exactement ce qui est attendu sur l'étiquette. Il peut y avoir des requis relativement importants selon le type de dispositif. Et puis, vous avez des guidelines générales sur qu'est-ce qu'on doit avoir sur une étiquette de dispositif médical que vous allez aussi pouvoir récupérer sur le site de la FDA. Donc encore une fois, c'est pas vraiment plus compliqué qu'ailleurs, mais c'est différent. Il n'y a pas d'équivalence
strict entre ce qu'on a ici en Europe, par exemple, et puis ce que vous avez aux US. Alors le labeling, c'est un peu différent et c'est pour ça que j'attire votre attention dessus. Le labeling, c'est tout l'environnement du produit. C'est toute la communication autour du dispositif. Ça peut être des réseaux sociaux, des publications sur les réseaux sociaux. Ça peut être des brochures, des sites web, des notices. Vous voyez, tout ça, c'est du labeling. Et donc, c'est important que ce labeling il soit en cohérence avec l'intended use de votre dispositif et l'intended use de la classification à laquelle vous vous référez. Parce que si vous avez, par exemple, des allégations sur votre labeling, hein, votre environnement de produit, qui vont bien au-delà de ce qui est défini dans la classification, vous allez avoir un problème puisque là, la FDA peut vous envoyer, par exemple, une warning letter en disant non mais ça correspond pas à ce que vous avez déclaré en termes de dispositif. Donc, voyez ici l'ensemble des éléments qui vont s'ajuster, je dirais, sur une étiquette de dispositif médical avec bien sûr le UDI, mais aussi, par exemple, la description du produit, le labeler name, etc. Donc, vous voyez, vous avez pas mal d'informations et vous avez des règles pour chaque information qui va être présente sur votre étiquetage de dispositif. Alors être enregistré à la FDA, c'est pas être certifié, FDA, hein. C'est vrai que parfois vous avez des entreprises qui sont, classe 1 exemptes, n'ont pas du tout été ni, vérifiées comme une notification, un 510K, ni approuvées par un PMA et donc il n'est pas question d'être certifié par la FDA et d'ailleurs la FDA ne délivre pas de certificat, de dispositif et requiert même des tierces parties comme nous qui sommes agents, qui procédons au renouvellement et qui donc à qui nos clients nous demandent toujours: «Bah, est-ce que vous pouvez me donner un certificat, quelque chose qui prouve que j'ai bien renouvelé pour mes clients?» et donc on ne peut pas émettre de certificat. Par contre, on émet par exemple, vous voyez, un badge qui va vous permettre de dire: «Oui, j'ai renouvelé mon enregistrement, il est actif» et cetera. La seule chose que la FDA délivre, c'est des certificats d'exportation, les fameux export certificates. Mais si vous n'êtes pas basé aux US, de toute façon, vous n'allez pas les demander à la FDA, vous les demanderez à votre administration en France, au Canada, au Maroc, etc. Et conséquence aussi, je ne sais pas si vous avez vu souvent quand on va au Medica, par exemple, à Düsseldorf, on voit des stands où il y a marqué FDA approved ou c'est pas recommandé d'utiliser ça. La FDA clairement explique qu'il ne faut pas utiliser leur logo. Donc voilà, si vous avez prévu de mettre en avant un dispositif qui a été, par exemple, qui a obtenu une clearance letter pour un 510K, eh bien, vous voyez, il vaut mieux phraser les choses comme ça en disant obtain 510K, etc., que d'utiliser le logo de la FDA. Alors, quelques mots pour finir sur les frais de la FDA, hein. Je vous en ai parlé déjà à l'occasion des frais annuels. Donc, déjà sur les frais annuels, ce qu'il faut bien voir, c'est que effectivement, il y a toutes ces fonctions et donc c'est important de le décortiquer au départ pour pas bloquer bêtement, en fait, tout simplement en exportant vos dispositifs et puis en vous rendant compte, ah oui, que la filiale doit aussi s'enregistrer, payer les frais. Euh, ou que finalement vous avez prévu d'envoyer votre dispositif à quelqu'un qui n'est pas enregistré comme importateur. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, vous avez peut-être entendu parler d'une possible exemption partielle des frais. Et ça a été publié en 2026, c'était nouveau, puisque là, il n'y a pas du tout de small business pour les frais annuels, hein. Tout le monde paye pareil, c'est par établissement. Cette année, il y a eu cette possibilité d'avoir une exonération partielle, mais seulement si vous êtes en difficulté financière et que vous en avez la preuve. Donc la FDA a expliqué ça dans une guidance. Et donc en gros, par exemple, ça veut dire qu'il faut que vous ayez le jugement de mise en redressement judiciaire, vous voyez, par exemple. Donc c'est quand même assez rare pour la plupart des entreprises. Il va falloir payer les fees de toute façon tous les ans. Alors, quand vous soumettez un dossier, quand vous soumettez un 510K, un de novo, etc., vous payez des frais aussi. Alors, ces frais-là, ils ne sont pas annuels, ils sont au moment où vous faites votre soumission. Et donc, là, par contre, c'est important de comprendre qu'il y a un dispositif de small business et que si vous pouvez y prétendre, alors la définition de small business, c'est moins de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires sur le dernier exercice fiscal, et c'est pas uniquement la société en question, c'est son groupe, hein. Si vous avez des affiliés, etc., ça compte dedans.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle la Small Business Exemption. Vous voyez, c'est quand même important. Si on regarde pour un 510K, ça vous fait passer de 26 000 $ de frais de dossier à 6 000 $. Donc ça compte. Et pour obtenir cette small business, il suffit pas de dire à la FDA, je fais moins de 100 millions de dollars. Non, il va falloir faire une demande de small business. Donc c'est-à-dire qu'en parallèle, quand vous vous préparez votre dossier de 510K, il faut aussi que quelqu'un s'occupe de préparer votre dossier small business. Parce que vous allez devoir collecter les justifications. Parfois, ça nécessite de faire, par exemple, certifier par les impôts vos comptes, etc. Et ensuite, vous allez donner ces documents à la FDA qui va avoir 60 jours pour les examiner et vous donner la fameuse small business qui va vous permettre de payer moins de frais au moment de la soumission de votre 510K. C'est d'autant plus important que si, par exemple, vous avez mal préparé votre 510K et que finalement vous n'arrivez pas au bout du round de questions et que le 510K est retourné, vous ne récupérerez pas votre mise. Vous serez juste bon pour un autre 510K avec un autre fee. Donc c'est effectivement important à planifier si vous êtes dans ce cas-là. N'oubliez pas, c'est aussi une soumission en tant que telle, la small business, et ça s'applique uniquement aux frais de dossier pour les soumissions initiales. Ça ne s'applique pas aux frais annuels. Alors, quelques exigences supplémentaires et effectivement, vous pouvez avoir des produits combinés, hein. Alors les produits combinés, c'est des produits où effectivement vous avez, à la fois un médicament et un dispositif médical. Donc faites attention à cela effectivement puisque, imaginons une seringue avec un médicament dedans, par exemple, mmh. Donc là, c'est spécifique puisque vous allez dépendre de 2 centers, mmh. Et puis, très courant aussi, les dispositifs qui sont aussi des radio emitting device, parce que vous avez un laser dedans, par exemple, ou une lampe, parfois ça suffit, mmh. Dans ce cas-là, vous avez aussi des soumissions à faire pour cette, activité radio emitting device et c'est un domaine de soumission complètement différent, hein, où on va devoir, par exemple, fournir, les éléments de conformité de test du laser, qui est intégré dans votre machine et cetera. Mais ça dépend aussi de la FDA, mmh. Donc vous avez tout un set de règles, bon, que je ne vais pas détailler ici, mais qu'il faut bien prendre en compte aussi parce que ça peut ralentir, votre mise sur le marché du dispositif si vous ne l'avez pas pris en compte, hein. Nous, on assiste aussi les entreprises pour cette partie-là et c'est vraiment complètement différent et d'ailleurs ça concerne pas seulement les dispositifs médicaux. Nous, pour les radio emitting device, on assiste par exemple des gens qui font des fours micro-ondes, ou des machines, à calibrer les bulbes de tulipes, par exemple. Donc vous voyez, ça n'a rien à faire, mais il y a aussi des lasers dedans, hein. Alors, quels services, nous pouvons vous proposer? Eh bien, déjà un petit mot sur Registre Arcor pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Nous, notre ambition, c'est vraiment d'être votre partenaire de confiance en matière de conformité, mmh. On a plus de 35 000 clients dans 180 pays. À l'origine, notre cœur de métier, ça a toujours été justement ce rôle d'agent américain, mais on s'est beaucoup, développé, ça fait, plus de 20 ans qu'on existe, exactement 24 ans et on ne propose pas que des services pour les US, par exemple pour les dispositifs médicaux, on assiste aussi pour l'Europe, pour UK, pour l'Australie, vous voyez? Énormément de pays dans le monde pour lesquels on peut vous aider et on est, très fiers, d'avoir aussi des clients, heureux de nos services avec une note de 4,5 sur 5 sur Trustpilot, et puis on a une palette de services très, très large. Je vous en ai parlé, radio meeting device, les dispositifs médicaux, mais on travaille aussi par exemple pour le pharma. Donc on est capable de vous donner ce recul-là, hein, par rapport, à ce secteur, je dirais, de la santé. Et puis, un élément important, c'est qu'on a vraiment des équipes spécifiques, hein, des équipes, qualifiées, hein. Voyez, moi je suis une généraliste, mais derrière nous, derrière Julie et moi, il y a beaucoup, beaucoup de gens, aux États-Unis, en Europe, qui s'occupent, de vos dossiers et qui sont bien plus spécialisés et compétents. Par ailleurs, le dernier point et je pense que c'est pas le moins important, toutes ces données, que vous nous communiquez sont des données sensibles. Vous n'avez pas envie, qu'elles soient divulguées, à des gens que, ben, que
qui n'ont rien à savoir en fait de vos dispositifs, de vos projets, etc. Donc la certification ISO 27001, on en est très fiers, c'est la sécurité de vos données et on considère que c'est vraiment hyper important dans la mesure où on manie des dossiers et des informations sensibles. Alors les principaux services pour les US que l'on propose, bien sûr, c'est la gestion des enregistrements et la notification des dispositifs, le rôle d'agent aux États-Unis, hein, donc de façon à gérer les communications avec la FDA. Tous les services au niveau de UDI. Bien sûr, on va vous aider au niveau de la classification en amont et aussi de vous assister si vous voulez réfléchir à votre stratégie. Et puis, dans beaucoup de cas aussi, on peut vous assister pour vos soumissions préalables. Quelque chose que j'ai pas eu le temps de développer, mais il y a quand même aussi tout un set de réglementations sur les événements indésirables graves aux États-Unis. Il faut informer la FDA et pour informer la FDA et pour faire le suivi de ces événements indésirables, il y a tout un système électronique relativement complexe où il faut avoir un compte, etc. Donc nous, on fait ça en fait pour nos clients. Ça leur permet d'être beaucoup plus réactifs. Vous n'avez parfois que 24 heures, 48 heures et parfois 15 jours pour informer la l'AFD. Assistance aussi en cas de détention, c'est important. Des fois, vous avez des produits bloqués à la douane, vous ne savez pas pourquoi. Donc nous, on est là pour vous aider à comprendre et éventuellement à trouver les solutions s'il y en a. Et puis, on vous fournit aussi plein d'autres services, comme par exemple la surveillance de votre statut de conformité, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des choses que la FDA a publiées sur vous, sur son site, sans vous informer, et aussi tout un set de formations en ligne qu'on a développé pour compléter les informations qu'on fournit à nos clients. Nous avons une offre très large, je vous l'ai dit tout à l'heure, à la carte, mais aussi avec ce qu'on appelle des plans en fait de conformité, où vous allez avoir l'essentiel de ce dont vous avez besoin pour mettre vos dispositifs sur le marché. Et je dirais ne pas découvrir au dernier moment, oui, qu'il faut que vous créez un compte IMDR ou déclarer vos dispositifs dans GoodID. On va vous accompagner sur l'ensemble des points qui vous sont nécessaires et au niveau de conformité que vous souhaitez. Et on a quelques minutes pour les questions, donc on va pouvoir commencer cette partie des questions. Et puis, n'oubliez pas que nous sommes aussi près de chez vous, à la fois aux US, à la fois en Europe, mais aussi dans plein d'autres régions du monde si vous êtes dans d'autres pays. Alors, on a une question sur les UDI. Est-ce qu'en tant que producteur de matières premières pharmaceutiques utilisées dans les dispositifs médicaux, on est tenu de mettre en place un UDI ou est-ce que ça concerne seulement le fabricant du dispositif médical final? Alors, là, j'avoue que j'ai un peu de mal à identifier le cas exact parce qu'on parle de produits pharmaceutiques, de matières premières pharmaceutiques utilisées dans les dispositifs médicaux. Donc, en général, UDI, c'est pour les dispositifs finis, hein, ou éventuellement les accessoires ou composants si ils sont fournis séparément. Donc voilà, d'une manière générale, le principe. Ça va s'appliquer aux dispositifs finis. Et d'ailleurs, celui qui en est responsable, c'est ce qu'on appelle le labeler. En fait, c'est celui dont l'étiquette est apposée sur le produit. Alors, si vous êtes fournisseur de matières premières pour des dispositifs médicaux, par contre, c'est peut-être pas votre cas, hein, je ne sais pas, mais il se peut que vous soyez sollicité pour un master file. Alors le master file, c'est différent. C'est un dossier qu'on va faire à la FDA pour donner des informations sur les spécifications, les modes de fabrication d'un composant ou d'un procédé qui va être utilisé pour fabriquer un dispositif médical. Je prends par exemple un petit exemple, par exemple, c'est faire du coating sur des implants, hein. Donc, vous n'avez rien à faire en tant que tel parce que vous
travaillez pas sur un dispositif fini, vous faites juste une matière première ou voilà. Donc vous n'avez pas forcément de démarche à faire. Mais voyez, si vous avez des clients, qui eux ont une pre-market notification à soumettre ou, qui ont un pre-market approval à soumettre à la FDA, ils vont avoir besoin de fournir, beaucoup d'informations sur, par exemple, les matières premières. Et bien, dans ce cas-là, plutôt que de leur donner à eux, à vos clients, tous les détails de votre matière première ou de votre procédé, chose que vous n'avez pas forcément envie de donner, eh bien, vous pouvez les donner directement à la FDA sous forme d'un master file. Et c'est un peu comme une boîte noire, vous allez déposer les informations à la FDA et puis vous allez pouvoir autoriser certaines entreprises à se référer à votre master file. Et dans ce cas-là, quand l'entreprise va soumettre sa pre-market notification ou son pre-market approval, elle va dire, bon, pour cette matière première-là, pour par exemple les résultats de test, je me réfère au master file de la société Lambda, avec ce numéro, et la société Lambda m'a bien autorisé à me référer à ce master file. Est-ce qu'un équipement de mesure de paramètres cutanés doit recevoir un 510K? Alors, est-ce qu'un dispositif de mesure de paramètres cutanés doit recevoir un 510K? Donc là encore, c'est un bon exemple parce que là, on explique ce que fait le dispositif. Il mesure des paramètres cutanés, mais on ne sait pas quel est l'intended use. C'est-à-dire, pourquoi on mesure ça? Est-ce qu'on mesure ça pour choisir la couleur de son fond de teint ou est-ce qu'on mesure ça pour diagnostiquer une maladie? Vous voyez ce que je veux dire? Si on diagnostique une maladie, c'est un intended use medical device. Si c'est pour choisir sa couleur de fond de teint, a priori, on va être dans le wellness. Donc, vous voyez, là, on va vraiment s'attacher toujours à l'intended use. Alors évidemment, je ne peux pas vous répondre comme ça, mais c'est typiquement le genre de choses où on peut vous aider. Déjà, nous, on va pas voilà vous facturer les premières discussions qu'on va avoir. On va essayer de vous guider pour déjà se repérer par rapport à la classification, par rapport à ça. Mais là, vraiment, c'est un bon cas, puisque souvent, on décrit l'usage, qu'est-ce qu'on fait avec le dispositif, mais on ne décrit pas toujours l'intended use. Et donc, c'est là qu'il va falloir creuser pour comprendre quel est l'intended use. Donc, j'ai une autre question qui est, est-ce qu'en tant que reconditionneur et réparateur multimarque d'échographes, nous sommes exemptés ou concernés par la réglementation de la FDA, en sachant que les échographes d'occasion ou reconditionnés sont déjà commercialisés aux États-Unis? Oui, alors normalement, quand le dispositif a déjà été autorisé aux États-Unis, effectivement, vous n'avez pas forcément de problème pour le lister en tant que tel. Mais par contre, il va falloir vérifier effectivement si les dispositifs ont bien été autorisés aux États-Unis. Concernant la question sur les paramètres cutanés, on a le contexte qui est dans le cadre de recherche médicale pour développer un médicament ou un dispositif médical. Alors, si c'est un dispositif qui est lié à la recherche, il se peut qu'il soit exempté de toutes ces formalités et que par contre, il dispose d'une Investigational Device Exemption. Donc, à partir du moment où un dispositif est destiné à la recherche, il peut être tout simplement peut-être exclu du champ des dispositifs classiques de par ce cadre-là qui s'appelle l'IDE, Investigational Device Exemption. Donc, dans votre cas, je vous conseillerais de vous renseigner sur ce domaine-là, si j'ai bien compris. Une nouvelle question qui est, est-ce qu'une machine de désinfection par rayonnement ultraviolet est-elle sujette à une réglementation FDA? C'est possible, en particulier si c'est par exemple pour désinfecter des équipements, je sais pas, chez un dentiste, vous voyez, des choses comme ça. Donc là, ce serait vraiment à vérifier en fait. On a fait à peu près le tour des questions.
Et je vous rappelle que de toute façon, vous allez recevoir le recording de la présentation. Vous avez aussi nos coordonnées, donc n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez aussi sur notre site beaucoup de webinaires. Et alors, si vous allez sur le site en anglais, vous trouverez la plupart de nos webinaires, parce que la base, on en fait beaucoup en anglais. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, parce qu'il y a beaucoup de thématiques qu'on aborde. Bien sûr, pas que sur les dispositifs médicaux, mais on a fait pas mal de présentations sur les dispositifs médicaux qui sont parfois plus détaillés sur un thème, comme l'UDI, etc. Donc, n'hésitez pas à vous y référer. On a aussi ces mêmes présentations qui sont sur notre chaîne YouTube. Voilà, je crois qu'on est on a fait à peu près le tour des questions. On est dans les temps, donc c'est parfait. Je vous remercie pour votre attention et puis encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question. Bonne journée à vous. Au Merci, revoir. bonne journée.